Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photos, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photos est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Bonjour, chers fans de photo, et bienvenue déjà dans cet épisode numéro 3 de votre émission Fan de photo. Pour tous ceux qui ont pris dernièrement de mes nouvelles concernant de difficiles conditions au niveau de mes yeux, j'aimerais vous dire que je m'en tire très bien. J'ai eu la malchance de découvrir que je souffrais d'un déchirement de la rétine, cette fois à mon œil gauche, et grâce à la technologie du laser, on m'a réparé cela en un temps record. Je dis une fois encore car il y a 11 mois, j'ai eu la même chose à l'œil droit alors que j'avais déboulé les escaliers la veille. Mais aujourd'hui, 14 novembre 2015, je vais beaucoup mieux et je vous propose une émission tout en lumière, puisque je reçois notre chasseur de lumière, si bien connu parmi nous sous son nom d'artiste The Light Hunter. Je vous présente monsieur et mon ami Zoran Dujic. Bonjour. Bonjour Zoran. Bonjour. Très content que tu sois là. Moi aussi. On a pris notre café ensemble tantôt, puis je sentais que tu avais un enthousiasme à l'intérieur de pouvoir participer puis de pouvoir nous donner un peu cette lumière-là au niveau de la photographie. Oui. Zoran, moi, j'ai le goût de commencer l'émission en te demandant, c'est quoi ton parcours photographique? Bien, comme tout le monde, là, j'ai pris des photos depuis toujours avec différentes sortes de caméras. Puis ce qui est intéressant, ma première caméra, c'était une Smena 8. C'est une caméra qui vient de la Russie à l'époque. Là. C'était même pas Soviet Union là, qu'on connaît aujourd'hui. Là. Puis c'était une caméra complètement manuelle. Il n'y avait même pas le focus automatique. Là. Il fallait que tu estimes la distance entre toi et ton objet, puis que tu l'ajoutes avec la caméra. Fait que 80% des photos, là, c'était pas bon. Là. Puis c'était un film 36 mm. Fait que tu vois pas tes photos tant que t'as pas développé des photos. Là. Puis c'était vraiment le fun. Mais à l'époque de la photographie digitale, comme j'ai connu ça ici au Canada, puis je faisais des photos, je voyage pour le travail beaucoup. Puis il y a 2-3 ans, là, j'ai commencé à penser à ça plus sérieusement, là, des photos. Je me suis acheté une Nikon D5200. Ah, les Moses de Nikon, hein? Puis oui, c'est ça. Puis ça t'a fait pendant, mettons, 2 mois, là, je l'avais déjà épuisé toutes ses possibilités, puis je voyais tous ces manques, là, que ça me convenait pas là, dans ce que je voulais faire. Fait que j'ai acheté un D600. Puis 6 mois après, j'ai acheté un D800. Fait que j'ai 2 caméras, puis j'ai quelques lentilles, là. J'en ai essayé plusieurs, puis je me suis gardé 3-4 lentilles de base là, que j'ai tout le temps avec moi. Les 600, c'est un capteur plein, lui? Oh, oui. Ouais, okay. Donc, tu as deux appareils avec des capteurs. Oui, mais j'ai acheté des 800 par-dessus des 600. C'est parce que je voulais faire de photographie astro, qui appelle astrophoto, là, pour les voies lactées puis des affaires de même. Puis là, il disait que des 800, là, il est plus puissant puis il y a plus de pixels. Il y a 36 mégapixels. Ça donne plus de possibilités. Tu peux couper 4-5 photos d'une photo, là, en théorie, là, fait que ça donne beaucoup plus de flexibilité au niveau de cadrage puis tout ça. Là. Tu peux cadrer toujours plus large, puis tu peux sortir un cadre intéressant en dedans. Avec une seule photographie, tu es capable d'en faire 3-4. C'est ça. Fait que c'est ça que ça donne des 800. Pas au niveau de qualité, là, des 600, il fait comme des 5200, ça fait des photos de qualité. Mes premières photos de nuit, là, faisaient ça avec ça, puis je suis même aujourd'hui, quand je vois ça, là, je dis, aïe, c'était vraiment pas pire. Mais, on avance un peu, on en demande toujours plus, c'est comme tout dans la vie, là, on essaie d'avancer, puis ils disent toujours, là, que c'est pas la caméra qui fait la photo, mais c'est un outil. Puis sans outil, tu peux vouloir, mais si t'as pas du matériel, là, c'est just too bad, là, ça marche pas. Fait que c'est pour ça. Mais quand t'as du matériel, il n'y a plus d'excuses. Fait que tout ce qui marche pas, c'est toi. Exact. Fait que c'est pour ça. Hein. Je suis certain que les auditeurs ont remarqué que tu avais un petit accent. Peux-tu me parler de tes origines? Ouais. Ben, moi, je viens de l'ex-Yougoslavie. Je suis né en Bosnie-Herzégovine. Puis dans une famille assez... artistique, là, mettons, assez
c'était assez fou. Là. Je suis connu beaucoup d'artistes dans ma vie, puis tout ça. J'ai vécu avec les arts tout le temps. Puis j'étais un peu un mouton noir de la famille. Je me suis mis en technique, en électricité, en électrodine, puis informatique, puis tout ça. Là, c'est ça mon travail là, de chaque jour. Mais la photo, il reste mon amour. Mais pas juste la photo, là, l'art comme tel, dans tous les genres. Les gens t'écoutent, puis je pense qu'ils te trouvent pas mal poète. Ben, l'art, là, c'est beau. Là. L'art de la vie, là, en tout cas, tout est l'art, si on regarde ça de même. On peut dire que cet amour-là pour la photographie vient de tes parents? Oui. De mon entourage, mettons. Là, pas juste les parents. Mon frère est artiste. Ma soeur, Belma, là, qui vit ici au Canada aussi, elle était musicienne, elle était professeure de piano, puis tout ça. Fait que l'art, là, ça se propage dans notre famille, dans tous les genres. C'est pas juste l'art visuel, l'art musique, tout ça. Là. Les photos que tu aimes beaucoup prendre, puis pour lesquelles on te reconnaît là, énormément, c'est des photos où tu prends des paysages, puis tu vas faire ressortir les notions de lumière bien distinctives, les lumières qui sont soit à la fin de la journée ou au tout début d'une journée. La lumière que les gens n'ont pas encore vue, ceux qui ne connaissent pas la photographie comme telle. Et lorsque tu vas prendre ces images-là, lorsque tu pars en mission pour ce type de sujet-là, c'est quoi ta lentille de prédilection? Ouais, tout dépend de la situation. Mettons, là, de ces jours-là, on a beaucoup de brume à matin, on a des brouillards partout, puis tout ça. J'adore ça, là, ces situations-là. Puis j'utilise beaucoup ma nouvelle lentille que j'ai achetée récemment. Ton gros canon? Canon de Sigma, tu penses ça? Sigma ouais. 150-600, qui est vraiment puissante, là, puis elle est vraiment sharp. Puis dans beaucoup de situations, on est trop loin là, de notre sujet. Là, on ne peut pas s'approcher parce qu'ici, c'est tout privé. Hein? Toutes les clôtures et tout ça. Fait que cette lentille-là, elle peut m'approcher des affaires qui m'intéressent. Un arbre, là, mettons, dans l'horizon, puis des affaires de même. Puis elle est assez comment je peux dire ça, claire. La photo est brillante là, par elle-même. Tu n'as pas à faire des affaires là, pour la faire plus brillante. Là. Elle est déjà presque faite. Là, tu sais. C'est quoi son ouverture maximale? C'est 5.6. C'est pas. Puis là, ça dépend de 5.6 pour une 600 mm, c'est très, très bien. C'est ça. Fait que c'est celle-là, mais mon amour des lentilles, c'est 14-24 de Nikon. C'est lentille, c'est la magie d'une lentille. Ça peut tout faire. Des paysages, des portraits, des situations, en tout cas, tout. Puis j'ai regardé beaucoup sur Internet avant de l'acheter. Là. Elle est un peu dispendieuse. Ça coûte plus que 2000 $, quelque chose. Ben moi, je suis un amateur de photos. Je suis pas... c'est un gros cadeau que tu t'es offert. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, là, je l'ai acheté puis j'ai jamais regretté. Des meilleures photos que j'ai faites, c'est fait avec celle-là. J'aimerais ça que tu me parles de ton plus beau moment de photographie. Bon, on s'en est parlé tantôt. Là, c'est ça. C'est pas difficile. Je sais c'est quoi. C'était l'année passée, en 2014. On est allé à Hawaï avec ma femme. C'était sa fête. Elle est née au mois de septembre. Puis, au mois de septembre, à Hawaï, là, c'est beau. Tu sais, c'est pas... le moment... Pour le Hawaï, là, c'est janvier-février, là, les vagues sont les plus élevées. Là, puis, il y a beaucoup de... Mais nous autres, on était... tu sais, elle est née le 22 septembre, qu'est-ce que tu veux? Fait que... Là, pour sa fête, je la réveillais à 3 heures du matin. On est allé au bord de l'océan, puis tout ça. Puis on a pris des belles photos de lever du soleil au-dessus de l'océan, puis tout ça. C'était vraiment, vraiment magnifique. Je n'oublierai jamais là, ce moment-là. On a dansé, on a fait une fête de ma femme. Elle a eu son cadeau que j'ai caché là, dans les valises partout. Même, il fallait passer des douanes là, avec un parfum, là, puis tout ça. Puis j'avais de la misère à cacher tout ça jusqu'au moment quand on s'est rendu sur la plage. Fait que c'est le moment romantique. Que je vais me souvenir. Oui, toujours. Puis j'ai fait en plus des belles photos. Là, ils sont extrêmement belles, tes photos. D'ailleurs, on va les mettre avec ta permission là, dans nos notes de show. OK, oui. Ce serait bien le fun Absolument. Que nos auditeurs puissent voir ça. Ils sont vraiment très belles. En fait, pas juste ces images d'Hawaï-là.
l'ensemble de ton travail est magnifique. Merci. Et c'est pour ça que tu es devant moi aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Je me compte privilégié de te connaître, autant pour ta personne, mais aussi pour tous tes talents d'artiste, puis bravo. Merci. Mais Light Hunter, d'où ça vient, ça, Light Hunter? Ça vient d'un fait là, que mon nom est un peu, je dirais pas bizarre, là, parce que le monde des Québécois, ils vont me dire non, c'est pas bizarre. Mais c'est bizarre, je sais. Puis, je voulais avoir de quoi... Non, c'est pas bizarre. Non, c'est ça. Je voulais avoir de quoi qui va représenter ce que je fais finalement, là, à un mot. Puis, si tu regardes mes photos, là, chaque photo, là, elle crie Light Hunter. C'est justement la raison pourquoi j'ai choisi ce surnom. Aussi, j'ai vérifié ça sur Internet, qu'il n'y en a pas 2 millions là, de Light Hunter. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que j'ai pris ça, puis le monde, il me connaît plutôt avec ça. Là, quand je donne mes cartes au monde, elle dit « Ah, Light Hunter, là, je connais ça. » Fait que... puis ça fait mon bonheur, finalement. Là. Pourquoi quand on fait de la photo? On veut faire plaisir aux autres. Si je fais des photos puis je les regarde moi-même, là, c'est pas ça que... Fait que c'est ça. Fait que Light Hunter, ça m'aide un peu le monde, il accepte ça plus facilement. Tu as vraiment une personnalité extraordinaire. Tu me disais tantôt que toi, tu préfères donner tes images plutôt que de les vendre. Écoute, ça fait juste mettre un peu de... on veut pas que Zoran reçoit 2 millions de courriels. Mais je veux mettre de l'avant ta personnalité qui est très agréable, t'es quelqu'un qu'on doit connaître, tout simplement. Merci. Bravo. Aujourd'hui, nous discuterons dans notre volet académique des avantages et des inconvénients des formats de photos JPEG et RAW. Dans ma lentille, je vous proposerai une pièce d'équipement qui vous permettra d'assurer vos arrières en assurant une copie de sécurité pour vos photos lorsque vous serez en déplacement. Dans notre volet expérimentation photoréalité, je vous réserve un petit exercice de préparation que je vous inviterai à faire avant de partir en safari photo. Nos bonnes adresses cette semaine, je vous propose un endroit pour imprimer vos images sans quitter le confort de votre foyer. Et, au microphone, nous aurons une question de Lucie Quatico qui aimerait connaître les avantages à obtenir une carte mémoire rapide pour son appareil. Dans notre volet académique aujourd'hui, toujours dans cette optique de vous faire grandir au niveau de vos nouvelles connaissances photographiques, j'aimerais que nous analysions ensemble les avantages d'utiliser les 2 formats de fichiers photo proposés par votre appareil, soit les formats JPEG et le format RAW. Je te propose, Zoran, que nous débutions avec le format JPEG. JPEG, c'est un format standard de photographie qu'on publie sur Internet, finalement, sur les sites web. C'est un format un peu léger, puis pas de qualité, mettons. Il n'y a pas de... tous les sites web là, qu'on publie nos photos, spécialement le Facebook, là, il va scraper nos photos. Là, il va faire des minimums pour l'afficher à l'écran. Il va le rééchantillonner pour le mettre le moins lourd possible. C'est ça. Fait que nous autres, on peut mettre une photo de haute définition, n'importe quoi. Là, le Facebook, il va... Fait que même moi, là, ça m'a pris des mois pour trouver un moyen là, que les photos ils ont l'air belles sur Facebook. Il y a d'autres sites web là, qui font pas ça. Ils font pas la compression de photos. C'est ça. Mais les sites web là, comme 500px ou YouPic ou il y a d'autres sites web là, plus professionnels. Parce que Facebook, là, c'est pas un site web là, pour les photos, là, généralement. Là, c'est un rencontre des mondes, là, puis envoie des messages, puis tout ça. Là. La photo fait une partie de Facebook, mais il y a des sites web là, qui sont consacrés justement à la photographie. Puis là, les photos, ils sortent vraiment bien parce qu'eux autres, ils ont des hard disks plus volumineux, là, puis ils peuvent prendre tes photos telles quelles. Là. C'est leur mission aussi, de ne pas toucher ou d'altérer ton fichier. C'est ça. Puis ce qui altère le plus, c'est les couleurs. Puis la netteté. Là, la photo est est comme embrouillée un petit peu, là, puis ça perd la qualité. Elle est plus fade un peu. Mais JPEG, là, c'est indispensable pour Internet, mais avec les caméras, je suis vraiment contre de prendre des photos en JPEG parce que de base, là, chaque caméra elle peut prendre des photos de qualité. Puis JPEG, c'est une photo compressée, ce qui veut dire que
la qualité est beaucoup diminuée, même en sortant de la caméra comme JPEG. J'aimerais amener le fait que si, par exemple, tu pars en mission, tu es un photographe de sport ou un photographe d'événement et que tu dois livrer, par exemple, à ton diffuseur une image de qualité rapidement, tu n'as pas le temps d'aller retoucher tes images avec l'ordinateur. Donc, de pouvoir prendre tes images en photo JPEG, puisque tu es un professionnel, ton exposition elle est belle. En principe, tu n'auras pas besoin de retoucher ton exposition. Non. L'appareil photo va déjà avoir mis un niveau de contraste, un niveau de netteté. Il va avoir mis une saturation qui va être belle selon tes goûts, parce qu'on peut tout ajuster ça dans l'appareil photo avant même de prendre la photo. Et lorsque ton fichier sort, c'est un fichier effectivement qui est compressé, mais c'est quand même un fichier qui est d'une belle qualité si tu ne veux pas toucher à tes photos plus tard, si tu ne veux pas les altérer au niveau de la retouche. Je sais que tu es un spécialiste de retouche. Mais en plus de ça, ça donne aussi la rapidité de ta caméra pour le sport, parce que là, c'était très important que ça soit rapide, tes rafales de photos, mais avec les RAW, c'est pas rapide. C'est des fichiers plus volumineux, puis la caméra a plus de misère de les enregistrer là-dessus. Effectivement. Donc, on peut dire que la qualité d'un fichier JPEG, c'est que c'est un poids qui est plus léger. Et c'est une image que tu peux livrer immédiatement. C'est une image que tu peux imprimer immédiatement, d'ailleurs. Ça, c'est si tu as respecté une belle exposition sur ton image. Si ton image n'est pas surexposée puis tu ne dois pas la retoucher, si elle n'est pas sous-exposée que tu ne dois pas la retoucher également, si tu es pile sur ton exposition puis tu as pris le temps de prendre une belle photo, tu l'as cadrée comme il faut, tu n'as pas besoin de la recadrer ultérieurement, un fichier JPEG, quelqu'un qui connaît son affaire, un fichier JPEG est capable de s'en sortir. Mais aussitôt que tu amènes cette image-là et tu dois, par exemple, procéder à une correction de balance des blancs, mettons que tu as mis une balance des blancs en tungstène puis tu l'as complètement oublié, tu arrives à l'extérieur, tu prends tes photos pareilles, tes photos sont bleutées. Là, tu vas faire une correction de balance des blancs avec ton logiciel. D'avoir un fichier JPEG, ce n'est pas une bonne nouvelle. Non. Parce que tu n'as pas cette flexibilité-là au niveau de ton fichier. Mais parle-moi des qualités du fichier RAW maintenant. Bien, le fichier RAW, tu n'as même pas besoin de te soucier de rien. Balance des blancs dans le fichier RAW, ça n'a aucune importance. Tu peux le mettre en auto, puis il va rester là. Tu vas ajuster ton balance des blancs manuellement, selon ton goût, selon la situation. Moi, ce que j'essaie toujours avec mes photos, c'est de mettre un balance des blancs que mes yeux ont vu. Pas la caméra. La caméra n'est pas capable. Mes yeux sont beaucoup plus performants au niveau de lumière, puis de couleur, puis de faire une distinction entre les tons qui sont plus foncés, puis... En parlant de balance des blancs, est-ce que tu es quelqu'un qui va altérer la balance des blancs une fois rendu devant ton écran d'ordinateur? Absolument. Tu vas la rebalancer comme toujours, tu l'aimes tout le temps? Toujours. Ben, je mets ça en auto. Ben, tu as toujours dans Lightroom, tu as une option là, de mettre ça en automatique ou comme ça a été pris par la caméra ou de l'ajuster manuellement. Fait que dans 90% des photos, je fais ça manuellement. Là, j'ajuste vraiment l'atmosphère que je veux obtenir avec une photo. Là. C'est ça. Le white balance, c'est plutôt ça. Je peux te donner un petit truc. Je pense qu'il ne faut pas que tu prennes des photos en balance des blancs automatique, même à ton niveau. La raison pour ça, c'est que si la première photo, tu l'as tout arrangé avec la balance des blancs que tu aimes, etc., la photo subséquente va avoir été prise en automatique également. Mm-hmm. Puis si ton appareil photo a décidé pour la première photo qu'il y avait une balance des blancs, par exemple, de 5200 Kelvin, à peu près, ça c'est la balance des blancs pour le soleil, par exemple, en conditions de soleil, et puis que la seconde, il va avoir choisi d'une façon automatique, mettons 4800 Kelvin. Avec Lightroom, tu sais qu'on peut faire un copier-coller, balance des blancs sur toutes les photos. Oui. Si ta balance des blancs est sur automatique, tu fais une belle correction de balance des blancs. Si tu fais copier-coller sur tes autres balance des blancs sur tes autres photos, tu n'auras pas le résultat que tu veux escompter. Okay. Fait idéalement, ce serait que tu décides, par exemple, je prends toutes mes photos en balance des blancs soleil, 5200 Kelvin. Puis lorsque tu vas faire un copier-coller de cette balance des blancs-là sur toutes tes images, ben, elle va être correspondante à ton premier coup d'œil, ton premier goût que tu vas vouloir imposer à ton image là, comme artiste. Et je te respecte beaucoup. OK. Mais moi, ce que j'ai dit, là, c'est juste que c'est moins important. C'est pas important du tout. Ouais. Mais moi, je me soucie pas beaucoup par rapport à balance des blancs, justement à cause de ça. C'est parce que c'est un peu corrigeable, mettons.
Mais tu l'as bien dit, un fichier RAW est beaucoup plus lourd qu'un fichier JPEG. Il va prendre peut-être même jusqu'à 4-5 fois la place sur ta carte mémoire qu'un fichier JPEG. Ben, absolument. C'est à considérer dans notre situation. Puis, pour driver un fichier qui a été pris en RAW, ça prend un ordinateur qui est performant. Absolument. Sans ça, on attend que le curseur revienne. Quand on a juste déplacé un petit peu un curseur, là, ça prend du temps avant qu'on puisse voir le résultat sur notre image. Ça prend un logiciel qui est également performant pour pouvoir traiter du RAW. Le RAW, ça s'appliquerait à qui? À monsieur qui pourrait utiliser un format RAW? Ben, je pense que tout le monde, dans les caméras, ce que je propose à des personnes qui commencent de mettre, quand ils shootent de photos, là, de mettre 2 formats d'un shot, RAW puis JPEG. Très bonne idée. Là, de cette façon, tu peux toujours comparer ce que la caméra a fait. Puis si tu es satisfait avec ton JPEG, ben, tu le prends tel quel, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas satisfait, ben là, tu peux jouer un petit peu plus avec le fichier RAW. Excellente idée. Fait que ça, c'est une des options là, que je suggère à tout le monde. Moi, je fais pas ça. Là, c'est parce que mes fichiers RAW sont 78 MB chaque. Wow! Avec ta D800, c'est 36 mégapixels. Fait que 10 photos, c'est 780 mégaoctets. Puis ça fait remplir ta carte assez rapido, merci. Oui. Fait qu'il faut... Puis normalement, là, le monde qui va prendre des photos des paysages, vous savez, là, tu prends 2000 photos pour avoir une photo là, de publier. Là, fait que ça prend vraiment là, beaucoup d'espace, même dans l'ordinateur, des hard disks puis tout ça. Fait que c'est ça des petits désavantages, mais le gros avantage de fichier RAW, c'est tu peux le manipuler plus facilement, changer des affaires. Il y a beaucoup d'informations. Hein. C'est pour ça qu'il est très lourd. Toute l'information de toutes les balances des blancs est là. On a 3 crans d'exposition en sous-exposition, 3 crans d'exposition en surexposition que tu peux facilement jouer avec sans détériorer ton fichier. Tu peux aller jouer dans tes zones de haute lumière puis descendre ça pour aller chercher les images qui sont cachées dans ton ciel. Là. Tu peux faire ressortir la distinction de tes nuages, par exemple. Faire ressortir un endroit où c'est plus sombre dans ta photo. D'ailleurs, Light Hunter, il doit se servir beaucoup des fichiers RAW parce que c'est une mine d'or pour toi. J'ai jamais fait... j'avais l'occasion de faire... De prendre le même fichier RAW une deuxième fois, puis la photo finale est sortie tellement différente que la photo que je fais précédemment, parce que j'ai pas des recettes comment je le fais. Je le fais par mon sentiment. J'y vais pas à pas. Instinctif. Puis avec un instinct, qu'est-ce que tu veux provoquer là, chez spectateur? Parce que moi j'aimerais provoquer une réaction. Réaction, ça peut être positive ou négative, je m'en fous. Mais s'il n'y a pas de réaction, là, ça veut dire que tes photos sont pas signifiantes. Elles sont vraiment là, à rien du tout. Ordinaire. S'il y a du monde qui les déteste parce qu'ils sont trop travaillés, j'aime ça. Parce que, tu sais, ils vont s'arrêter, ils vont regarder au moins, là, tu sais. Puis, mais la majorité du monde, ils vont aimer ça si c'est fait comme il faut. Là, fait que... En fait, tu ne vas pas chercher le surréel dans tes images. Pas vraiment. Non, tu vas juste faire ressortir un endroit sur ton image où est-ce que tu vas avoir réfléchi ton processus, ta démarche photographique. Mais finalement, ce que je ressors dans ce que j'essaie de ressortir de mes photos, c'est mes sentiments quand je l'ai pris la photo. Parce que mes yeux, là, c'est parfait. Comme les yeux, tes yeux sont pas parfaits à ce moment-là, mais ils vont être parfaits dans quelques jours. Mais les yeux sont comme si on avait 2 caméras. Parce que la caméra, il y a juste un œil. Là. D'abord, c'est ça. Puis il n'est pas parfait. Il ne peut pas voir tout comme nos yeux, puis notre cerveau, là, c'est une machine dedans qui fait de la distinction entre noir, puis tout ça. Mais pour faire d'une photo que ça représente ce que mes yeux ont vu, ça prend ça. Puis l'atmosphère que j'ai ressentie. Fait que c'est ça que c'est une photo là, il faut que ça représente l'atmosphère plutôt que juste purement là, un arbre là, ça peut être mais s'il y avait une atmosphère dedans avec un peu de brume puis un soleil qui sort puis des couleurs puis les ombres de cet arbre-là, là, mettons, sur le gazon. Où, les gens doivent absolument aller voir tes photos. C'est ça qui donne... C'est ça l'émotion. Là, s'il n'y a pas d'émotion dans n'importe quoi que vous faites dans la vie, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'attention du public. Fait que le public, il aime ça, les émotions. Je pense qu'on a passé à travers la distinction d'un JPEG et un RAW. Oui.
Dans mon article cette semaine, j'aimerais vous parler d'une petite merveille de commodité. Il s'agit du disque dur portatif et sans fil de la compagnie Western Digital que l'on appelle My Passport Wireless. Ce disque dur portatif, sans fil, se branche à tous vos appareils comme votre téléphone portable, votre tablette électronique et votre ordinateur. Le mien a une capacité de 2 Tera, mais vous n'avez rien vu. Il est autonome avec une pile rechargeable. Donc, tu recharges, puis tu as une autonomie de près de 20 heures avec ce disque dur. Une autonomie 20 heures quand il travaille? Donc, quand il est en attente de recevoir l'information. OK, 20 OK? heures. Okay. Si par exemple que tu le mets, tu le connectes avec ton ordinateur, il est capable d'être autonome comme disque dur normal pendant 20 heures avec sa capacité de recharge. Tu l'as vu tantôt, il possède un lecteur de carte SD intégré à son boîtier. Donc, je n'ai qu'à mettre son alimentation en marche et glisser ma carte mémoire dans le lecteur de carte et toute l'information y est transférée. Il fait ça automatiquement, qu'il soit branché à un ordinateur ou pas. Fait que tu le sors de ton sac de photos, tu l'actives, tu le mets à on, tu prends ta carte SD, tu la mets là, tu mets une autre carte SD pendant ce temps-là dans ton appareil photo, tu continues à prendre tes photos et ta carte SD qui est à l'intérieur de ton disque dur se transfère automatiquement. Lui, il gère tout ça. Okay. Puis il va créer un répertoire avec la date et l'heure que tes photos ont été acceptées par le disque dur. Formidable. Il va lire tous les formats de fichiers, JPEG, RAW, les points move, tout ce qui est vidéo aussi. Il va tout prendre ça. En fait, il va tout prendre l'information que tu as sur ta carte SD intégralement avec tous les répertoires qui sont sur ta carte, puis il va copier ça dans un répertoire. Ouais, exactement, il va faire une image. Une fois que le transfert est fait, j'ai un indicateur qui me dit que ma carte, elle est transférée. Quand j'ai commencé à l'utiliser, j'avais toujours ce sentiment d'insécurité-là, à savoir, est-ce que maintenant que je retire ma carte, peux-tu vraiment l'utiliser pour la formater puis pouvoir prendre d'autres photos ultérieurement avec? Est-ce que mes photos sont vraiment rendues dans mon disque dur? On a ce sentiment d'insécurité-là, mais à date, il ne m'a pas trompé. Ça fonctionne très, très bien. Ben, juste une question. Ouais. La D800, il y a un petit appareil que tu peux... Wi-Fi que tu peux acheter, brancher sur où on met le flash, là, ouais. Elle est capable de communiquer avec ça directement ta caméra. Fait que pendant que tu prends tes photos, il s'enregistre dans ton sac. OK. Ouais. J'imagine, j'ai pas... Ça doit ressembler à ça. Si c'est Wi-Fi, là, je sais qu'il y a un petit add-in là, pour les caméras qui s'appelle Wi-Fi là, qui se met, puis qui va te permettre d'enregistrer ça sans souci là, sur ton... Peut-être même sur les deux, la carte dans la caméra, puis faire un backup direct sur ça. Peut-être qu'il y a un ajustement. Ça peut-être on peut... C'est spécialisé à Nikon? Non, je pense pas, là. Ouais, je sais pas, là. Mais j'ai entendu parler de ça, mais j'ai pas vérifié. Ce disque dur-là, une fois que tu as tout transféré tes images à l'intérieur, tu vas pouvoir le brancher directement via un port USB, avec un câble, directement à ton ordinateur et pouvoir aller chercher ces informations-là ultérieurement pour les transférer, par exemple, dans ton Lightroom. C'est vraiment formidable. Mais s'il y a Wi-Fi, tu n'as même pas besoin. Si tu as un routeur chez vous, Wi-Fi, il va apparaître sur le network. Tu m'amènes justement à l'autre qualité de ce disque dur-là, c'est qu'il est Wi-Fi. Tu n'as même pas besoin d'être dans un réseau Wi-Fi. Tu peux être dans le bois, à côté de ton point où tu vas prendre tes magnifiques photos. Tu es tout seul au monde. Tu as juste une carte SD avec toi. Est déjà pleine parce que ton D800 l'a complètement rempli rapidement. Tu n'as qu'à ouvrir ton disque dur, le mettre en mode Wi-Fi, par exemple, et là, tu vas pouvoir lire tes images avec ta tablette que tu as emmenée avec toi. Il va créer un réseau Wi-Fi que tu vas pouvoir accéder à ce réseau-là via ta tablette électronique et pouvoir soit regarder tes images ou les transférer dans ta tablette, les ajuster avec les logiciels que tu as dans ta tablette et ultérieurement, rendu chez toi, les transférer à la population qui aime ton travail. C'est vraiment un disque dur que moi, j'ai considéré l'acheter lorsque j'ai fait le tour, par exemple, de la Nouvelle-Écosse. Je suis parti avec cette mentalité-là de prendre beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et d'atteindre rapidement. J'ai beaucoup de cartes mémoire, mais je me suis dit, je vais atteindre rapidement la limite de toutes mes cartes, puis je vais avoir un moyen pour les transférer. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de pluie, donc je n'ai pas eu beaucoup à l'utiliser. Le transfert des images, est-ce que c'est rapide ou ça prend... C'est le transfert des images, lorsque tu mets ta carte SD, il faut que tu te tournes les pouces un petit peu, parce que c'est pas extrêmement... Non, c'est pas extrêmement rapide, mais... au moins, ça les transfère. Il faut que tu sois patient, mais ça va faire le transfert.
Même chose lorsque tu te mets, par exemple, en mode Wi-Fi avec l'appareil, de pouvoir accéder, voir le contenu. Ce n'est pas ultra rapide encore. Mais on peut voir que le boîtier est une petitesse, c'est tout petit. Tu peux mettre ça dans ton sac photo, ça rentre très bien. C'est très autonome, ça fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas ultra rapide. Y a-t-il un prix associé à ce plaisir-là? Parce que normalement, j'aime ça comment tu le proposes. Tout ce qui est plaisant, ça coûte cher. Coûte de quoi? Okay, j'aimerais savoir si... Eh bien, tu vois, ce modèle-là, lui, il coûte 260 $. C'est un 2 téraoctets, mais il y a des modèles 1 téraoctet qu'eux autres, ils vont te coûter 220 $. Puis ça, tu peux trouver ça là, dans les commerces de détail là, un peu autour. Effectivement, le bonheur là, de cette petite machine, là, il y a un prix à payer. J'aimerais, Zoran, dans notre volet expérimentation photoréalité de cette semaine, que nous faisions un exercice particulier, que nous décidions d'un endroit où aller prendre des photos et que nous préparions chacun notre sac pour être prêt pour ce safari photo. Je te laisse choisir quelle sera notre destination. Ben, moi, ma destination, un peu, je peux pas dire préférée, mais une des préférées ici à l'Estrie, là, c'est Mont-Pinacle, puis le lac Baldwin là, qui est autour, puis le petit village. C'est vraiment magnifique. Fait que c'est ça que je préférerais. Parfait. Alors, on doit se préparer pour faire cette petite randonnée de photographie-là. Qu'est-ce que tu mets dans ton sac? D'ailleurs, quel genre de sac est-ce que tu apportes? Ouais, dans ces situations-là, j'apporte un sac à dos, sûrement. Puis, dépendamment de moment de jour, si c'est une photo de nuit, je sais que ça prend pas ma Sigma 15600 pour la nuit. Là. C'est plutôt 14-24, les ouvertures, les grosses ouvertures, là, les lentilles qui s'ouvrent plus larges. Mais si c'est un matin, lever du soleil, coucher du soleil, parce que ça, c'est des moments de prendre photo, pas à midi. À midi, on dîne puis on regarde TV. Donc, on part tôt le matin. Tôt le matin. Comme on l'a fait dernièrement quand on est parti au Mont-Irfort. Absolument. 3-4 heures, là, ça, c'est de préférence. Puis, je prends un sac à dos. Puis, la caméra, j'apporte tout le temps 2 caméras avec moi pour avoir une caméra de spare. Si m'arrive un bad luck à la caméra, j'avais à un moment donné une erreur avec une carte mémoire. Puis la caméra, elle ne marchait plus du tout. Elle affichait juste ERR dans l'affichage. Okay. À cause de la carte, elle a été bloquée complètement, même la caméra. Okay. Puis j'apporte 2 caméras, puis des lentilles, dépendamment de la situation. Mais Lac Lister, puis Mont-Pinacle, c'est sûr que je vais apporter un Sigma 15600, puis aussi j'ai un Tamron 70-200 que j'adore. C'est une lentille. Moi, j'ai dit, c'est ma petite lentille, là, mais elle est assez... C'est ça. Ton petit téléobjectif. Mon petit canon, qui est un peu plus petit, mais il est aussi performant, puis il peut faire des choses qui sont un petit peu plus proches que ma Sigma est trop... elle approche trop, là, fait que mon sujet, là, je peux pas le prendre comme je veux avec ça. Fait que 700-200, puis 150-600, c'est mon choix pour cette petite aventure. Bien chanceux, parce que moi, j'ai pas de 150-600. En fait... le travail que j'ai à faire à tous les jours ne m'amène pas à avoir ce genre d'objectif spécialisé-là. Mais moi, dans mon sac à dos, moi aussi, je vais prendre... j'ai un beau sac à dos qui me sert juste à ce type de randonnée-là. Je vais mettre un petit sac de riz qui va me servir éventuellement de trépied pour stabiliser ma caméra une fois rendue sur le cap du Mont-Pinacle. Et comme première lentille, je vais certainement apporter ma 16-35 qui m'a rendu de très bons services lorsque je me rappelle avoir pris il y a quelques années une photo en haut du Mont-Pinacle, une photo qui éventuellement va servir de page frontispice au guide touristique qu'on a fait ici dans l'Estrie et qui avait été une photo qui avait été votée là, par le public. J'étais très fier de ça. Je vais amener mon 70-200 de chez Canon, une ouverture F4 que j'adore beaucoup. C'est ça. Parce qu'il est léger. Contrairement à la 70-200 2.8 qui est 2 fois plus lourde. La 70-200 chez Canon, elle est vraiment très lumineuse. F4 quand même, très lumineuse, mais d'une très belle qualité, tout de suite en partant avec le F4. Fait que j'aime beaucoup ça. Côté boîtier, lorsque je pars en randonnée comme ça, je n'apporte pas nécessairement 2. Je vais probablement
privilégier mon 5D Mark III parce qu'il m'offre un 22 mégapixels qui va peut-être me permettre de recadrer. Mais moi, je ne suis pas un gars qui va recadrer mes images. Les images, quand je les prends, c'est déjà le cadrage définitif qu'ils vont avoir sur mes images. Et je vais laisser mon 1D Mark IV à la maison. Déjà, il est très lourd. Fait que je le laisse à la maison. Oui, c'est ça. C'est assez pesant. Est-ce que tu fais une préparation spéciale sur tes appareils photo, par exemple, sur ton appareil photo avant de partir? J'ai nettoyé. J'ai nettoyé les lentilles de l'extérieur, de la partie intérieure qui se connecte dans la caméra. J'ai nettoyé ça. Je me suis même acheté un kit pour nettoyer mes processeurs dans la caméra. C'était un peu plus pour nettoyer ton capteur? Tu fais nettoyer ton capteur toi-même? Oui, c'est ça. C'est un peu plus sophistiqué, mais on peut le faire. Parce que je les faisais chez Zone Image, puis je payais tout le temps 50 $ pour ça. C'était très important pour que ton capteur là, soit propre. Moins de travail de production puis par la à un suite. moment donné, j'ai trouvé sur Internet une petite kit, un kit de nettoyage que j'ai acheté, puis ça marche à merveille. Fait que je vais nettoyer mes capteurs régulièrement, chaque mois à peu près. Je sais que j'ai jamais fait, mais je sais qu'il ne faut pas être pressé quand on nettoie son capteur. Ben non, absolument. Il faut être vraiment, vraiment attentif parce que vous pouvez endommager le capteur puis faire caméra brisée complètement. Puis c'est pas couvert par aucune garantie. Non, on nettoie pas ça avec du Windex. Non, pas du tout. C'est une espèce de gel sur un petit bâton. Puis ce gel-là, il va coller tout ce qui est sur le capteur. Parce que sur le capteur, vous pourrez avoir de la poussière, puis surtout dans les coins. Puis moi là, ce qui fait des paysages, puis de ciel, j'adore le ciel. Si j'ai beaucoup de travail de nettoyer mon ciel de saleté là, qui s'est accumulée sur mon capteur, ça me fait un peu nerveux parce que c'est beaucoup de travail pour rien. C'est mieux de nettoyer tout ça avant de partir. Fait que je nettoie le capteur au moins une fois par mois. Mais les lentilles, je nettoie ça avec des mouchoirs humides, là, comment ils appellent ça, je sais pas. Une petite lingette, là, spécialisée. Humide, spécialisée pour ça. Fait que je nettoie ça, puis j'utilise tout le temps mes filtres UV sur toutes mes lentilles pour protéger le verre de lentilles clean, puis pour pas l'endommager. Parce que si on endommage ça, ben là, ça coûte cher. C'est ça. Puis surtout, une affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est de charger les maudites batteries. Le soir, la veille, là. Combien t'apportes de piles? Dans toutes mes caméras, j'ai extenders avec les piles additionnelles, puis j'en ai 2 autres dans la valise au cas où. Là. Mais ils sont toutes pareilles. Pour des 600, des 800, ils utilisent les mêmes piles. Fait que j'en ai au moins 6-7, mais je n'utilise jamais. Ils sont pleines. C'est assez pour 10 jours, mettons, de shooting extensif. Lorsqu'on investit dans un matériel un peu plus haut de gamme, bien, les piles aussi sont un peu plus haut de gamme que le matériel bon marché, là, qu'ils vont te permettre de prendre 300-400 photos. Moi, je sais qu'avec mon 1D Mark IV, je suis capable de prendre jusqu'à 1100 photos avec une pile. Fait que c'est vraiment formidable. Ça a changé là, ma méthode de prendre des photos. C'est vraiment, vraiment très bien. Carte mémoire? Ouais, les cartes mémoire, j'ai toutes mes cartes sont 32 gigabytes, là. C'est des grosses cartes mémoire. Mm-hmm. Puis j'en ai 2 dans D800, puis 2 dans D600, puis j'en ai 2 spare. Fait que un total de à peu près 200 gigabytes. Tu as 2 logements de cartes dans chacun de tes boîtiers. Est-ce que tu mets déjà 2 cartes dans tes logements, toutes prêtes? Dans chaque caméra, il y a 2 cartes. Oui. Puis j'ai 2 cartes de spare. Est-ce que tu fonctionnes en enregistrant, par exemple, la photo que tu viens de prendre, est-ce qu'elle s'enregistre sur les 2 cartes? Non. Ou c'est une carte complète, après ça, c'est la seconde? C'est une, puis là, après ça, c'est l'autre. Ben, il y a une possibilité de choisir. On peut enregistrer sur les 2 en même temps. On peut choisir d'enregistrer un RAW sur la carte principale, puis un JPEG sur l'autre carte. Il y a toute une panoplie des options. Je sens que tu connais très bien tes appareils. Ben, ça, c'est une des choses primordiales pour un photographe, peu importe quelle classe, là, un débutant ou de connaître ta caméra. J'ai vu le monde là, qui faisait il y avait parce que les situations qui se montent à l'extérieur, ça dure 5 minutes. Cette beauté-là que vous voyez ces photos, ça dure 5 minutes. Si t'es pas là, si t'es pas prêt, si tu connais pas ta caméra, ta machine, just too bad. Exact. La situation est partie. Tu me parles de bien se préparer pour être prêt. Moi, je vais jusqu'à pousser l'audace. Par exemple, si je vais je sais que je vais faire un shooting d'une famille à l'extérieur, puis je regarde la température, puis je vois déjà que c'est dans une condition de lumière de soleil. Tout de suite, avant même de mettre l'appareil photo dans le sac, je vais tout de suite balancer ma balance des blancs pour le mettre à 5200 Kelvin. Je vais
je vais, en entrant la carte mémoire, je vais tout de suite la formater pour qu'elle soit prête. Aussitôt que j'arrive sur le terrain, ma priorité ouverture ou priorité vitesse est déjà mise sur mon appareil photo. Au cas où, par exemple, j'arrive à un endroit puis il y a un orignal qui est en train d'être amoureux d'un ours puis que je veux prendre cette image-là toute prête, je suis toujours prêt. C'est ma façon de fonctionner. Je ne sais pas si c'est par souci de toujours être prêt, par je ne sais pas quelles circonstances qui m'ont amené à fonctionner comme ça, mais c'est la manière que je procède. Toi? Moi, je vérifie tout avant de commencer à shooter. Peu importe ce que je fais chez nous. Ce qui m'est arrivé il y a 2 mois, à Trois-Rivières, on est allé avec un de mes amis, moi, j'ai acheté ma Sigma, puis lui, il a fait nettoyer sa caméra. Mais le gars qui a nettoyé sa caméra, il l'a mis en JPEG de base, là. OK, au moment de nettoyage, parce qu'il voulait prendre une photo de test. Là, et il est resté comme ça. Elle est restée comme ça toute la journée. Puis le gars, il a shooté. On est allé à Mont-Saint-Anne, à Beaupré. Puis il y avait des gars qui marchent sur un cordon. Là, je sais pas, c'était tellement attractif, puis tout ça. Puis ils prenaient toute la journée les photos en vraiment résolution de nul. Basse résolution. C'est ça. Fait que quand il est arrivé chez eux, il a pleuré pendant longtemps, mettons. C'était un très bon point que tu mentionnes. Fait qu'il faut vérifier ça avant de commencer à shooter. Toutes les ISO, parfois, on va le laisser en mode auto. Puis je ne veux pas ISO là, dans mes photos. Là, je l'utilise presque jamais. Si, mettons, j'ai besoin d'ISO, ben, je vais mettre... Anyway, je shoot tout le temps sur le trépied, là. Ça, c'est inévitable. Dans le genre des photos que je fais, le trépied, c'est indispensable. D'ailleurs, tu l'amènes avec toi là, au Mont-Pinac. Toujours. Ben, absolument. Puis un monopied puis un trépied, là, c'est tout dans mon kit tout le temps. Dans quelles circonstances tu vas utiliser le monopied? Monopied, si je shoot, mettons, les oies blanches à Victoriaville, c'est monopied. Il est plus léger. Puis tu peux pas mettre ta caméra sur trépied parce que ça bouge tout le temps. Fait qu'il faut que tu bouges ta caméra et tout ça. Monopied, il va me servir juste pour me stabiliser un petit peu. Surtout lorsque tu mets ton canon à 150-600. C'est ça. Ça te prend un monopied, juste pour la tenir. Absolument. Ben, pas juste ça, là, c'est parce que ça donne quand même une stabilité puis tout ça. Absolument. Puis, il ne faut pas oublier aussi, avec l'utilisation de monopied et trépied, très important, c'est de contrôle de vibration de la caméra automatique qu'il faut la désactiver avec un trépied. Puis... Ça, c'est un bon point que tu mentionnes. Moi, je m'en rends compte. Ça va être évident pour moi, par exemple, je suis en train de faire un tournage vidéo et que j'ai pris des photos la veille ou que j'avais mis en fonction le système de stabilisation dans ma lentille. Et là, je tombe en vidéo avec mon boîtier, mon équipement boîtier et lentille, et que la stabilisation est encore dessus. Et là, je vois que, par exemple, quand je fais un panning, c'est comme si je me déplace de gauche à droite dans une image, je vois que la lentille veut toujours corriger. Oui. Ouais, aussitôt qu'on met notre appareil photo sur un système de stabilisation, n'importe lequel, sur le coin du bureau, pour prendre une photo, par exemple, lorsque vous mettez la minuterie, le retardateur de 10 secondes, de 3 secondes, s'il vous plaît, enlevez la stabilisation. L'appareil photo n'a pas de besoin. Puis il va peut-être même chercher à compenser au moment de la photo. Puis vous n'avez pas besoin de ça. Pas peut-être. J'ai testé ça. Puis ça le fait. Il corrige le bruit qui n'existe pas. Exact. Fait qu'il en produit un bruit dans la photo. Oui. Puis j'ai vu ça en plusieurs reprises. Puis j'ai même essayé de convaincre un photographe qui m'a dit que ça n'a pas rapport. Puis je l'ai convaincu que ça a un rapport. Ça baisse la qualité là, de vos photos beaucoup. Tout à fait. Fait que là, j'ai l'impression qu'il nous reste juste à nous habiller puis aller marcher le Mont-Pinac. Ça dépend. Oui, c'est s'habiller, mais quand je commence à prendre des photos, là, j'ai toujours chaud. J'ai pas besoin d'habiller. Peut-être des gants avec des doigts ouverts. Là, ça, c'est, sauf que si on va faire des photos du Mont-Pinac là, cet hiver, ça prend. Il va falloir s'habiller. Oui, il faut s'habiller. Donc, on doit toujours s'habiller de circonstances avec les intempéries, les pires qu'on va pouvoir rencontrer. Parce que ce serait plate de se ramasser sur le Mont-Pinac puis d'être obligé de retourner parce qu'on ne s'est pas habillé adéquatement puis qu'on a froid, on gèle ou on a trop chaud. Ben, c'est ça. Ben, il faut faire aussi attention si vous allez trop loin. L'hiver, quand il fait trop froid, les caméras ne sont pas faites pour filmer longtemps dans une température très basse comme ça. As-tu un truc? Non, il n'y a pas de truc. La caméra va geler. Elle va arrêter de fonctionner. Elle va arrêter de focusser. Moi, c'est la première chose que ça m'est arrivé déjà. Elle ne focus plus. Elle fait semblant qu'elle focus,
le focus marche pas. OK. Fait que là, tu shootes, tu arrives chez vous, là, c'est tout embrouillé, là, puis si tu checkes pas, là, évidemment. J'ai pas eu à photographier dans des situations extrêmes comme ça. Moi, où l'équipement m'a lâché. Oui, je cherche des extrêmes, puis c'est le focus qui lâche. D'ailleurs, tu me parlais tantôt, en prenant notre café, que toi, tu es le gars qui va prendre la route la plus difficile. Toujours. Donc, toutes les photos les plus extrêmes. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Là, moi, je me satisfais pas avec l'ordinaire, jamais dans la vie, dans rien, puis dans la photographie aussi. Fait que l'ordinaire, ça passe inaperçu, toujours. Fait que, mais extraordinaire, ça dépend comment... C'est des situations plus extrêmes, pas trop extrêmes. Là. On n'a pas des moyens de se rendre dans le pôle Nord, là, mais j'aimerais y aller. Là. Mais des plus extrêmes, plus des situations qui sont pas ordinaires, ça fait des belles aventures. Alors, qu'est-ce que tu en penses si on partait tout de suite, là? Oui. Allons-y. Allons-y. Le temps des fêtes arrive bientôt et vous avez fait de belles photos à offrir à vos parents et amis. Je vous propose comme bonne adresse cette semaine un site Internet qui pourra vous offrir un éventail de supports pour imprimer vos images. J'aimerais vous parler du site artisanstate.com. Je vous laisse le lien en note de show. J'ai eu une expérience personnelle d'achat sur ce site et je vous le conseille aujourd'hui. Vous pouvez commander des impressions sur papier photo avec beaucoup de choix au niveau de la finition du papier. Des impressions sur Canva, vous pouvez vous commander des livres imprimés, des calendriers, enfin plein de belles choses à offrir en cadeau. D'ailleurs, Zoran, tu as vu en arrivant dans mon bureau. Vraiment beau. C'est le fun, hein? Oui, oui. C'est vraiment de la qualité. Là. Le cadre il est vraiment beau en bois, puis il y a un vrai verre là, en avant. Là. C'est pas du plastique. Comme... Mm-hmm. Puis le passe-partout là, dedans, il est comme... De belle qualité. De belle qualité. On voit, là, c'est vraiment qu'une job de qualité. Là. En fait, le cadre que Zoran parle, c'est une image que j'ai prise qui était représentative de mon voyage au Nouvelle-Écosse puis au Cap-Breton, malgré qu'il y a plu tout le temps là, dans ce voyage-là. Et j'ai commandé expressément ce cadre-là. Mon épouse, elle m'a dit « Ah, c'est cette photo-là, Stéphane, qu'il faut que tu affiches. C'est représentatif de notre voyage en moto. » On voit les courbes, hein, puis tout ça sur l'image. Et ce cadre-là, je l'ai commandé via artisanstate.com. Et à ma grande surprise, j'ai été vraiment heureux de la qualité parce que si je le compare au prix que j'ai payé, la finition est très, très, très belle. Puis l'expérience d'achat sur le site est facile puisque tout ce qu'on a à faire, c'est de transférer notre fichier photo directement chez Artisan State. Et de là, on peut choisir sur quel support on aimerait l'avoir imprimé. Moi, j'ai choisi, par exemple, de le faire imprimer pour en faire un cadre. Donc, c'est sur un papier photo. J'ai choisi le style de cadre en bois, on peut avoir en métal. J'ai choisi la couleur du bois. J'ai choisi comment que le passe-partout était pour être. Je peux le choisir, par exemple, pour qu'il soit plus large, plus léger, pour laisser plus de place à ma photo. On peut choisir de A à Z le produit que l'on va recevoir. Et la beauté, c'est que je l'ai reçu 4 jours plus tard après ma commande. J'ai une autre question oui. Encore. Il y a un prix associé à ce plaisir-là. Je vois ça que c'est beau, là, mais c'est sûr que ça coûte de quoi. Moi, j'avais fait une expérience d'achat avec ce site-là. Actuellement, je pense que toute personne qui n'a jamais acheté sur le site, on peut commander des impressions à bas prix. Par exemple, on peut commander, tu vois le petit Canva que tu vois là, c'est un 8 par 10. Il m'a coûté 5 $ sur Canva, monté sur bois. C'est intéressant. J'ai fait ma première expérience avec ce Canva-là. Et je pense que toute personne qui n'a jamais fait l'expérience d'achat, parce qu'ils peuvent le contrôler avec l'adresse courriel que l'on va utiliser, on a droit à un rabais substantiel sur notre premier achat. Et tu vois ce cadre-là, qui est un cadre qui doit avoir, et si ma mémoire est bonne, c'est un 20 pouces par 30 pouces. Il m'a coûté 85 $, quelque chose comme ça. US. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher pour la qualité que j'ai obtenue. Puis pour la grosseur de cette photo, à 20 x 30. Là. Donc, Artisan State, je pense que fan de photo le recommande. Je pense que je vais aller voir ça. Au microphone, cette semaine, nous avons une question de Lucie. Bonjour Stéphane, je suis Lucie de Quaticook. Je voudrais savoir, mon vendeur veut me vendre une carte mémoire avec une vitesse rapide. C'est quoi l'avantage que j'ai à acheter ce sorte de carte-là?
Pour répondre à ta question, Lucie, j'aimerais te citer un exemple. Moi, je possède un 5D Mark III. Cet appareil photo-là m'offre une image de 22 mégapixels. En format natif, en format RAW, je peux avoir des fichiers qui vont osciller entre 25 et 39 MB. C'est très lourd pour un fichier. Donc, si je prends 6 photos, parce que 6 photos en mode rafale, mon appareil me permet de faire 6 photos secondes. Si je prends 6 photos en mode RAW, mon appareil va vouloir écrire rapidement 6 fichiers totalisant autour de 200 MB. Ces mêmes fichiers, en format JPEG, vont avoir entre 5 et 8 MB. On parle donc d'écrire rapidement sur la carte environ 40 MB de données. Tous les appareils photo ont une mémoire tampon, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de garder en mémoire les images avant de pouvoir les écrire sur la carte. Encore là, chaque appareil photo a sa propre capacité et chaque fois, il ne faut pas rêver en couleur. Elles atteignent rapidement leurs limites et forcent votre appareil photo à s'arrêter pour pouvoir se libérer en écrivant ces images sur la carte mémoire. On en vient à la rapidité de la carte mémoire, ta fameuse question. Les classes 10, les cartes où ce que tu vas voir que c'est marqué classe 10 sur ta carte mémoire, ça veut dire qu'elle est capable d'enregistrer 10 MB à la seconde. C'est bon pour les photos prises en format JPEG. Les cartes plus rapides sont identifiées par la vitesse d'enregistrement, comme par exemple 30 MB secondes, 60 MB secondes, voire 120 MB secondes et plus. Il faut se rappeler deux choses. Il faut acheter une carte mémoire de grande capacité, genre 32 GB et plus, dont la vitesse d'écriture est suffisante pour répondre aux besoins de son appareil photo. Comme ça, en plus de prendre beaucoup de photos, notre appareil reste heureux car on lui donne la vitesse nécessaire pour écrire ses images sur la carte. Bien, évidemment, toutes ces capacités de ces cartes-là, ça coûte de l'argent. Et effectivement, plus la carte a une grande capacité, plus elle coûte cher. Plus elle est rapide, plus elle coûte cher. Ben oui, absolument. D'ailleurs, ton D800, lui, quand tu prends du bracketing, parle-moi de ça. C'est épouvantable. C'est un D800, il prend des photos en format RAW qui sont pesantes. Ces photos-là sont à peu près de 78 mégabytes chaque. Incroyable. Puis moi, quand je fais du bracketing, bracketing, c'est une espèce de technique de prendre des photos, plusieurs photos avec différentes settings de lumière dans la photo. Fait que la première photo va être plus foncée, puis la dernière va être La première va être sous-exposée de sous-exposée, puis la dernière va être beaucoup surexposée. Fait que moi, quand j'ai commencé à faire la photo, j'ai faisais 3. Là, j'ai monté ça à 5. Puis ça fait quelques mois, là, je commence à faire ça 7. Puis ma D800, elle peut faire ça jusqu'à 9 d'exposition par. Puis quand on prend ça, il faut que ça soit extrêmement rapide parce que je veux pas que ma situation change pendant que je prends des photos. Ouais. Il faut que ça soit la même situation, mais pris par différentes settings de caméra. Puis ce qui m'est arrivé avec les cartes qui sont moins performantes, là, c'est qu'après 4 shots, la caméra s'arrête pour enregistrer. Puis c'est just too bad, la situation est plus pareille, fait que c'est inutile complètement. Si on veut que ça soit rapide, ça prend une bonne carte. Tu me fais réaliser que les gens qui, par exemple, deviennent propriétaires d'un D800 tout emballé, le D800 coûte quand même déjà cher, mais ça prend un ordinateur capable de pouvoir driver un fichier de 78 MB. Absolument. Tout demande, tu sais, un appareil de même, ça demande des lentilles qui sont beaucoup plus chères. C'est lentilles full frame qui coûtent. Puis toutes mes lentilles, maintenant, sont 2.8, sauf Sigma. C'est toutes 2.8 fixes. Je voulais pas que ça m'influence mon zoom, tu sais, que ça ferme, que ça change. C'est très important pour ce que je fais finalement. Fait que ça a tout un prix. Les ordinateurs, je le change à tous les 2 ans à peu près. J'achète les ordinateurs qui ont plus de mémoire, qui ont plus de facilité. Je run plusieurs applications en même temps, comme Lightroom, Photoshop, des différents filtres, puis tout ça, puis ça prend vraiment de l'espace. Puis j'aimerais ça qu'on puisse se revoir dans une émission ultérieure où on pourrait parler peut-être d'un volet Lightroom, comment tu adresses tes photos, comment tu les vois. Absolument. Ça va me faire plaisir de partager ça avec tes écouteurs. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Ne manquez pas dans notre épisode du 28 novembre prochain où, dans notre volet académique, nous discuterons des étapes pour prendre de bonnes photos en mode automatique. Dans ma lentille, je vous parlerai de mon pose-mètre, le Sekonic L758DR.
Notre photoréalité nous transportera dans une école de rang construite en 1822. Cette fois, je vais y aller parce que j'ai manqué de temps cette semaine. Et notre invitée sera la docteure Nathalie Thérien, qui est médecin vétérinaire et qui nous parlera d'une activité pas mal de fun offerte par l'hôpital vétérinaire Cœur de Sherbrooke. J'aimerais prendre le temps, Zoran, de te remercier cordialement pour l'heure qu'on vient de passer ensemble. Ça a été savoureux pour moi, certainement savoureux pour nos auditeurs. Merci de m'avoir invité dans ton émission. Puis là, je reste disponible pour les émissions de futur, puis des expériences photographiques que j'aime partager avec le monde. Puis le monde, je pense qu'ils vont apprécier là, des choses qu'on a dit dans cette émission. Je suis certain de ça. Dis-moi, comment on fait pour te rejoindre? Comment on fait pour voir tes œuvres? Ben, regardez, juste simplement aller dans Google puis taper Zoran Dugic Light Hunter, puis vous avez avoir tous les liens, là, des pages Facebook, des sites web là, un peu plus sérieux, comme 1x.com, que c'est un site web là, assez spécial, 500px, UPIC, etc., etc. Il y a beaucoup de possibilités. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci infiniment de m'avoir invité. Puis merci pour ton café ce matin, il était excellent. Je vous invite à vous rendre sur la page de notre épisode numéro 3 pour retrouver tous les liens en rapport avec les sujets que nous avons discutés aujourd'hui. Page que vous pourrez retrouver en consultant mon site stéphanelafrance.photo. Si vous aimez mon émission, vous pouvez m'encourager en laissant vos commentaires au bas de la page et même y laisser vos questions de sorte que je puisse y répondre lors d'une prochaine rencontre. C'est ce qui complète réellement la fin de cet épisode. Et nous vous souhaitons, chers fans de photos, bonne photo. Oui, bonne photo. Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photos est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera à toutes les 2 semaines de franchir une nouvelle étape photographique. Si vous voulez envoyer vos questions à Stéphane, que ce soit par écrit ou par fichier son, vous pourrez le faire via info@stéphanelafrance en un seul mot, .photo. info@stéphanelafrance.photo. Fan de photos est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle.